Je me suis amusée à faire des spéculums comme Andy Warhol. J'ai repris la Marilyn, puis j'ai fait ça avec les spéculums. On s'amuse comme on peut dans la vie. Donc, moi, en fait, je vais vous parler de... Parce que la thématique de la journée, c'était se voir, se dire, se reconstruire. Puis moi, je veux parler de se voir parce que je trouve que la visibilité est un des moteurs du changement. Et en fait, c'est là que je vais vous parler de ma vie d'avant que je fasse des organes génitaux. C'est-à-dire que moi, je suis une diplômée d'histoire et de sciences politiques qui a travaillé sur les mouvements sociaux, les mouvements queer, les mouvements anti-autoritaires, les mouvements féministes. Et je me suis beaucoup intéressée aux stratégies d'action, à l'action politique, aux stratégies de changement, puis à finalement les approches anti-oppressives. Finalement, je suis arrivée en santé sexuelle et reproductive. Et donc là, cette lunette-là que j'avais développée dans le cadre de mes études et de mes recherches, parce que j'ai aussi été chercheur, ça s'est intégré les uns avec les autres. Donc, en fait, si on part, parce que l'idée, c'est quand même de partir des besoins, de partir de nos réalités, c'est quoi? Kat, peux-tu changer, s'il te plaît? Excuse-moi, pour le coup, on n'est pas timé. En fait, si on part des expériences qu'on a vécues, très concrètement, les gens qui sont dans la salle, on a tout eu à un moment une infection vaginale récurrente qui ne voulait pas partir. On a tout eu, pour les personnes qui en ont, des douleurs menstruelles qui étaient vraiment importantes. On a eu des effets secondaires de médicaments qui pouvaient affecter notre santé sexuelle. On a eu des douleurs pelviennes. En tout cas, on a tout eu tout un tas d'affaires, probablement, tous et toutes. Et c'est aussi à peu près sûr que la plupart d'entre nous ont eu un examen brutal ou irrespectueux, ont eu le sentiment de ne pas être soignés comme il faut, n'ont pas été soignés, ont eu le sentiment de ne pas être pris au sérieux, se sont fait dire de perdre du poids ou de prendre un verre de vin et que ça irait mieux, voire qu'on ne savait pas c'était quoi le problème. Donc, c'était peut-être forcément un peu dans nos têtes parce que vu qu'on ne savait pas c'était quoi le problème, ça ne pouvait être que nous le problème. On s'entend que ces mots-là, ce n'est pas des mots qui sont graves, dans le sens où on n'est jamais mort d'avoir une infection vaginale bactérienne récurrente. Par contre, en termes de qualité de vie, en termes de santé mentale, enfin, en termes d'estime de soi, c'est quelque chose qui est super important. Et pourtant, en gros, tout le monde s'en fout. C'est ça qui est en fait un petit peu dramatique. C'est malgré la prévalence de ces inconvénients de santé, c'est quelque chose qui n'est pas pris en charge. C'est-à-dire, il y a peu d'entre nous probablement qui vont avoir un problème cardiaque au cours de leur vie, mais on a des cardiologues. Par contre, il y a beaucoup d'entre nous qui vont avoir un problème vaginal à un moment, mais un vaginologue, ça n'existe pas. Pour vrai, il n'y a pas de corps de métier qui sont dédiés à la santé vaginale, clitoris, vulve. Les urologues, ils connaissent beaucoup plus le corps mâle. Et les gynécologues travaillent beaucoup plus sur la reproduction. Donc, en fait, tout ce qui est en dehors de ça, ça tombe un petit peu entre les cracks. Ce qui est problématique parce qu'on vit avec les conséquences de ça. Kat, peux-tu... Et donc, en fait, on a un manque de connaissances générales en ce qui a trait à la santé sexuelle et c'est quelque chose qui est vraiment systémique. Donc, on a un manque de connaissances au niveau du public, mais ça, après, c'est normal. On a juste nos expériences de vie, puis on n'est pas supposé avoir un doctorat en santé sexuelle quand on grandit. Donc, en fait, on connaît juste nos expériences, puis on fait face à des problèmes des fois. Et en fait, les gens, quand ils ont un problème de santé sexuelle, vers qui ils ont envie de se tourner, c'est vers leur médecin. En fait, quand on fait des recherches, quand on prend les études de c'est quoi l'importance du médecin par rapport à la santé sexuelle, il y a 85% des répondants qui disent moi, ça serait ma personne de première ligne à qui j'aurais envie de parler de ce problème-là, parce qu'à qui d'autre t'en parle. Le problème, c'est qu'il y a 70% d'entre eux qui pensent que leur médecin soit ne va pas l'écouter, soit ne va pas être formé pour y répondre. On a un petit peu un cas de quelque chose qui se mord la queue. Donc, les gens finissent par se tourner sur Internet. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment dans certaines études que j'ai lues sur le sujet. Après, on peut se dire, c'est peut-être quelque chose que les patientes projettent sur leur médecin. Ils se disent, moi, je ne pense pas qu'il est formé. C'est peut-être juste que tu penses ça. Malheureusement, c'est une réalité. Les médecins ne sont pas formés en santé sexuelle. La dernière recension qu'on a fait au niveau de l'Amérique du Nord, donc sur les écoles de formation des médecins, il y a la moitié des écoles qui n'ont pas de cursus en santé sexuelle et les écoles qui en ont, donc le 50% qui en a, c'est 8 heures en moyenne, donc sur tout un cursus médical.
Donc, c'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes a probablement moins de connaissances que vous ou à peu près équitablement. Donc, et c'est pareil au niveau des infirmières. Et en fait, les écoles médicales qui avaient comme vraiment des programmes super bien, comme la Robert Johnson, la Woodhull University, qui avait une semaine au complet sur la santé sexuelle dédiée à ça, ben, ils ont réduit à 3 jours. En fait, c'est parce que il y a toujours plus de choses, il y a toujours moins de temps, puis finalement, comme toujours, la santé sexuelle, c'est ce qui passe à la trappe parce que c'est pas si important que ça. Je vais vous donner un exemple qui va concerner mon collègue d'à côté, parce que là, on dit, ah, t'exagères, machin, etc. Si on prend l'endométriose, ça touche une personne sur 10 qui a un utérus. On s'entend que c'est quand même assez... L'endométriose, c'est une maladie qui est extrêmement incapacitante. Ça peut avoir un impact sur la capacité à occuper un emploi. C'est très douloureux. Ça a des impacts sur ta vie sexuelle, sur ta vie reproductive. Ça fait 70 ans que la réponse qu'on a pour l'endométriose, quand on la diagnostique, parce que ça prend 10, 15, 20 ans à obtenir un diagnostic, parce qu'on s'en fout et on ne sait pas la reconnaître, c'est la même chose qu'on dit depuis 70 ans, c'est prendre la pilule contraceptive. Si ça marchait, on le saurait, ça marche dans certains cas. Mais donc là, on a quelque chose qui affecte un énorme pourcentage de la population sur lequel on n'a pas avancé depuis 70 ans. Et ça fait à peu près 10 ans, je pense, qu'il y a le premier institut aux États-Unis qui est dédié à la recherche sur l'endométriose. Et il a fallu que ce soit une scientifique qui est elle-même affectée par la condition qui le parte à coup de griffes pour réussir à partir ça. Je vous rappelle qu'en ce moment, on a un petit rover qui est en train de rouler sur Mars et qu'on est capable d'imprimer en 3D des organes biocompatibles. Les douleurs menstruelles, on s'en fout. Je vais beaucoup dire le mot « on s'en fout ». Est-ce que tu peux changer de slide? Et là, je me rends compte que je me suis déjà perdue dans mes papiers. Pourtant, j'en ai pas tant. Non, celle d'avant? Oui, il m'en manque une. Non, bah ok, ça continue sur celle-ci. En fait, moi, quand j'ai mené au cours du projet Sex7+, en fait, comme le projet était vraiment centré sur les besoins des professionnels, j'ai fait beaucoup de questionnaires que j'envoyais aux gens de mon réseau. Et les gens qui me répondaient, c'est des gens qui avaient de l'intérêt pour la santé sexuelle, qui me disaient, nous, on n'a pas été formés, mais par contre, on s'est formés après en formation continue, mais parce qu'on avait envie de le faire. Donc, il y a plein de gens qui décident de le faire, de le prendre sur eux dans leur formation continue. Et donc, en fait, j'essaie juste de vous montrer qu'il y a un système. C'est comme, on n'a pas de recherche, on n'a pas de formation des médecins, on n'a pas de public informé, puis ça se mord la queue. Je vous donne un autre exemple de à quel point il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de financement. C'est en 2020, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas longtemps, qu'une étudiante de 4e année en médecine au Kansas a, pour la première fois, réussi à mapper le danger zone autour du capuchon du clitoris. C'est-à-dire que quand on va opérer, c'est la zone où on ne va pas opérer parce qu'il y a des risques de dommages nerveux. Une étudiante de 4e année de médecine. Sa réaction, c'était littéralement « What the fuck, ça n'a jamais été fait. Je suis étudiante. » Donc, quand je dis qu'il y a vraiment des trucs qui ne fonctionnent pas, et c'est ça, en fait, qui a mené aux recherches, on a beaucoup parlé du clitoris dans les dernières années, parce qu'il y a des chercheurs qui ont pris sur elles d'aller comme faire de la recherche, documenter, puis un petit peu nous informer sur une anatomie qu'on connaissait vraiment très peu. Donc, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a un système où on met de côté tout un tas de réalités médicales qui sont pourtant extrêmement prévalentes. Et en fait, il n'y a pas de reconnaissance du problème, comme le disait Sylvie. Et moi, à un moment, j'avais interviewé un gynécologue très progressiste qui fait vraiment un super travail. Et je lui disais, mais comment est-ce qu'on fait pour entrer dans les écoles de médecine au niveau de l'ordre des gynécologues et tout ça? Je dis, comment est-ce qu'on fait pour leur proposer des solutions? Il m'a dit, tu laisses faire, il n'y a pas moyen d'apporter des solutions, ils ne reconnaissent pas le problème. Donc, comment est-ce que tu veux t'insérer dans une dynamique comme ça pour, en fait, c'est genre comment finalement tu attrapes le problème pour faire changer les choses. Je regarde l'heure et selon le temps, peut-être que je vais... Kat, est-ce que tu peux avancer? Donc ça, c'est une citation en fait qu'il y a dans le super bouquin de Rachel Gross qui s'appelle Vagina Oscura.
et qui, en français, disent qu'on ne cherche pas, on ne risque pas de le trouver. Puis c'est un peu ce qui se passe au niveau de la recherche en santé sexuelle. Il n'y en a pas de recherche. Ou alors, c'est des petites recherches qui doivent se battre pour le financement. En fait, c'est comme, il n'y a pas d'intérêt. On a soigné la dysfonction érectile en 98 avec le Viagra, mais on ne sait toujours pas comment ça fonctionne, le microbiote vaginal. Alors que pourtant, il y a plein de choses à aller chercher. Il y a 2 chercheurs qui sont dans le monde en ce moment en train de travailler sur, si on comprend le microbiote et que peut-être on fait comme avec les transplants fécaux, du transplant de microbiote en santé, on pourrait aller soigner les infections récurrentes et les problèmes comme ça. Quand elles ont été chercher du financement, on leur a dit non. Elles ont reposé leur financement, puis elles ont dit c'est parce que les femmes qui ont des infections vaginales récurrentes, ça les met plus à risque de contracter des ITSS et elles peuvent faire des fausses couches. Du moment qu'on a mis ça de l'avant, ça a été financé parce que c'était devenu tout d'un coup beaucoup plus important qu'un simple inconfort vaginal. Et résultat, en Israël, c'est le 2e essai clinique qui a eu le plus de succès. Il y a des femmes des États-Unis, d'Europe qui voulaient y participer. Donc, quelque chose qu'au départ, on se disait, c'est pas important, tout le monde s'en fout. Finalement, tu le mets sur la place publique. C'est important et il y a plein de gens qui attendent des réponses. Donc, en fait, moi, je n'ai pas changé ma slide. C'est moi qui n'étais pas au courant. Reviens en arrière. Et donc, en fait, c'est pour en revenir avec cette histoire de recherche. Effectivement, la recherche, la médecine, ça, c'est vraiment comme développé sur le corps de l'homme blanc, cis, sans handicap. Et il y a tout un tas de corps qui sont passés à la trappe pour tout un tas de raisons anthropologiques, scientifiques, etc., que des gens pourront expliquer beaucoup mieux que moi, mais vous avez vraiment aidé. Et c'est tellement ridicule que ça s'est même appliqué à l'anatomie des animaux. Il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on s'intéresse à l'anatomie vaginale des animaux. Jusqu'à date, on s'intéressait au pénis et on supposait que le vagin, c'était la même chose, mais en inversé. Finalement, à un moment, il y a des femmes qui se sont intéressées, qui se sont dit, mon Dieu, mais c'est incroyable au niveau de l'évolution. On a des vagins qui sont capables de divertir le sperme s'il y a une agression sexuelle pour ne pas se reproduire, etc. On découvre plein de choses, mais on ne s'en était pas préoccupé avant. Donc, résultat, on est comme en 2023 et on a des décennies de retard en termes de recherche, en termes de capacité d'intervention, puis de capacité de soins pour certains corps. Parce qu'on n'a pas investigué, parce qu'on n'a pas mis les ressources, parce qu'on n'a pas mis notre intérêt. Et donc là, on se retrouve avec des catégories de corps. Donc, il y a les corps qui sont connus et qui sont soignés adéquatement. Tu as les corps qui sont connus seulement sur certains aspects, qui sont vraiment plus glamour. Tu as les corps dont on n'a aucune idée, parce que les corps trans, les corps des femmes excisées, il y a tout un tas de corps dont, franchement, on n'a pas vraiment investigué c'était quoi leurs enjeux de santé sexuelle, à part vraiment comme quelques médecins spécialisés. Puis, il y a aussi l'autre catégorie de corps, c'est ceux à qui on devrait sacrer patience. C'est les corps qu'on regarde un petit peu trop, ça, c'est les personnes intersexuées, qui, eux, aimeraient bien ça qu'on leur lâche la grappe parce que la plupart du temps, ils n'ont absolument aucun problème de santé sexuelle et on passe leur temps à les disséquer puis à les regarder d'un petit peu trop près. Là, par contre, on va pouvoir passer à la prochaine. Donc, tout ceci, et là, il me reste 10 minutes, donc là, comme je vais embarquer, tout ceci, en fait, c'est comme, donc moi, j'arrive avec une perspective politique sur tout ça, avec une expérience de terrain, parce que je travaillais dans des organismes communautaires, j'ai des anciennes collègues qui sont ici, on travaillait sur le terrain, je travaillais en planning familial, en santé des femmes. Donc là où vraiment tu as l'expérience des femmes qui est ramenée en permanence, des femmes, des personnes trans, des personnes non-binaires, des hommes, peu importe, mais donc où on travaillait avec le matériel de l'expérientiel. Moi, j'avais mes recherches académiques qu'on a fait avec une collègue qui est assise par là, où on a travaillé sur les approches anti-oppression, puis où on a remarqué, tu as les gens qui nous disaient, mais en éducation à la sexualité, nous, on ne se voit pas. On ne se voit pas, donc forcément, on ne parle pas de nous, on ne se voit pas représenté, on ne répond pas à nos questions. Et là, nous, dans nos pistes de recommandation, on arrivait avec des trucs, il faudrait que les corps soient plus visibles, que les identités soient plus représentées, pour que ce soit plus possible d'ignorer ces gens-là, pour qu'on soit obligé de répondre à leurs questions. Et donc, tout ceci mis ensemble, là-dessus, je me tape un petit burn-out, j'ai une période de chômage, ça donne un petit peu de temps, hein, que faire quand on est en burn-out. Et il y a le clitoris 3D qui est sorti, qui a révolutionné la façon dont on faisait de l'éducation à la sexualité, parce qu'on s'est rendu compte que nos jolis diagrammes sur les organes reproducteurs, c'est sympa, mais finalement, une fois qu'on a parlé de reproduction avec ça, c'est difficile
c'est difficile de prendre pour parler de sexualité sur d'autres aspects. Une fois que le clitoris est arrivé, tout d'un coup, c'était magnifique. Tu mettais ça sur la table. Ton atelier, il était fait. Hein, juste, tu réponds aux questions, tu parles au monde, etc. On a pris totalement une autre tangente. Et ça, c'était absolument formidable. Et c'est tout ceci mis ensemble. Attends, là, je reprends mes notes, qui fait que je suis arrivée il y a 5 ans avec le projet Sex7+. Bon timing. Et donc, là, vous pouvez le lire par vous-même. C'est quoi l'objectif du projet? Le projet s'inscrit dans une perspective sex-positive, fait la promotion d'une culture du consentement. Son objectif est de contribuer au développement d'un discours sur la sexualité qui soit plus inclusif de la diversité des corps, des identités et des expériences. C'est d'abord et avant tout un projet politique. Et en fait, c'est ça que souvent les gens passent à côté en regardant le projet, c'est de dire « Ah, c'est cool, on fait des outils pour l'éducation à la sexualité ». Oui, je fais des outils pour l'éducation à la sexualité, mais le but du projet, c'est politique. C'est vraiment pour l'inclusion de la diversité, pour qu'on change nos façons de faire l'éducation à la sexualité, même nos façons de penser les sexualités. Donc, Sex7+, ça prend quelle forme? Ça prend les outils, qui sont cool, vous pouvez les voir après. Et donc, en fait, le projet a été pensé en 4 phases. En fait, j'ai commencé avec les corps cisgenres. Après, j'étais avec les corps trans puis non-binaires. À l'automne dernier, ça a été les corps qui ont vécu des excisions, des infibulations puis des réexpositions du clitoris. Puis la dernière étape du projet, ça va être les personnes qui ont des caractéristiques d'intersexuation. Donc, une fois que toutes ces personnes-là vont avoir été cataloguées, catalogués, c'est horrible d'avoir dit ça, que leurs corps vont avoir été transformés en outils pour permettre d'être utilisés, etc., le projet va être rendu à une certaine forme de complétion parce qu'on va avoir une représentativité quand même assez large des corps qui existent. Il y a quelque chose qui est absolument ridicule. Ce que je fais, et ça n'a rien de révolutionnaire, là, je fais du moulage humain. Dans les années 70, il y avait des groupies de rockstars qui faisaient ça. Il y avait Cynthia de Plastocaster qui a moulé les pénis de toutes les rockstars. C'est absolument pas révolutionnaire, c'est quelque chose qui était fait. Ce qui est ridicule, c'est que ça n'avait jamais été fait pour des fins d'éducation à la sexualité. C'est toujours resté dans le domaine artistique. Et donc, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, le domaine médical, n'ont pas de modèle qui représente des organes génitaux réels. C'est absolument ridicule de se dire que ça n'a jamais été fait et que c'est dans un sous-sol de Villeray que ça se passe. Bon. Une autre phase du projet, en fait, sur laquelle je vais essayer de travailler cet été en fermant l'atelier, parce que là, je n'ai pas le temps, c'est de rendre tous ces modèles-là disponibles en 3D pour l'impression 3D et pour la consultation. Parce que les outils que je fabrique, c'est hyper cher. Je vis au Canada, je travaille avec du silicone, c'est 1500 pièces le 5 gallons. Les outils, c'est 300 $. Il y a plein de gens partout, dans plein de pays, qui ne peuvent pas se le payer. Il y a même des gens ici qui ne peuvent pas se le payer. Et donc, l'idée, en fait, c'est de rendre ces connaissances accessibles à tout le monde. Parce qu'il faut savoir que oui, les gens ont des questions. J'ai des gens qui sont déjà venus chez moi que je ne connaissais pas, qui venaient pour me dire, moi, j'aimerais ça voir, par exemple, telle chirurgie, parce que je considère l'avoir et j'aimerais ça avoir les résultats. J'aimerais ça voir un avant et après un accouchement vaginal, parce que je suis enceinte et ça m'intéresserait de voir un avant-après. Donc, les gens ont des questions et c'est vraiment intéressant qu'on leur donne des réponses. Malheureusement, la seule réponse qu'on a en termes d'organes génitaux, c'est la porno. Parce que ce n'est pas partout qu'on voit des organes. Avoir cette base de données, ça va être quand même plutôt sympa parce que n'importe qui pourra y aller, puis c'est safe for work, safe for kids, safe pour tout le monde. Et la troisième partie du projet, 4. La troisième partie du projet, c'est des analyses et de la vulgarisation scientifique. Parce que souvent, quand on est praticien sur le terrain, on n'a pas le temps de lire les recherches qui sortent, de se tenir au jus, etc. Puis je trouve ça super important de faire ça et de tout le temps ramener aussi à un niveau politique. C'est comme la santé, la sexualité, c'est politique. Ça ne se passe pas dans un vacuum. Ce n'est pas juste entre des personnes. Il y a des systèmes d'oppression, de privilèges qui agissent, que ce soit la race, le handicap, la classe, le genre, l'orientation sexuelle, le statut migratoire, tout ça, ça joue. Puis je pense qu'il faut qu'on le ramène en tant que praticien toujours, parce que les gens ne sont pas des individus qui vivent ça tout seuls dans leur coin, ça fait système. Là, par contre, j'ai vraiment pas le temps, donc on va passer sur mon slogan
qui est la promotion d'une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice. C'est super intéressant ce qui est écrit, mais on n'a pas le temps. Voilà. Donc, en fait, 5 ans plus tard, ça en est où, ce projet-là? Vous voyez Sandrine, en fait, qui est ici, qui est en Belgique dans les locaux du GAMS, dans le GAMS qui travaille avec les personnes qui ont vécu l'excision à fibulation. La deuxième image, où il y a un petit Q-tip, ça, c'est en Australie, en sciences infirmières. Ils apprennent, en fait, aux futures infirmières à faire un examen de la vulve, puis comme à aller voir tous les aspects. La troisième personne, c'est le Planned Parenthood de, je ne sais plus quel Planned Parenthood, c'est à Saint-Louis. Et en fait, ils ont un programme spécifique pour les personnes qui sont en transition ou en questionnement. Et donc, ils utilisent les organes de personnes trans et non-binaires pour accompagner les personnes de leur collectif. En bas à gauche, c'est l'Université de Genève, c'est des étudiants et étudiantes en médecine qui maintenant sont formés aux anatomies génitales. Ils développent des outils eux-mêmes, puis ils utilisent les miens, on collabore ensemble. Donc, les étudiants et étudiantes en médecine, maintenant, savent à quoi ressemblent des organes génitaux diversifiés. Et donc, ça a vraiment un impact. Celle qui me fait vraiment plaisir, la dame avec un chapeau qui est penchée sur le modèle de vagin que vous allez pouvoir examiner là-bas. Ça, c'était vraiment comme formidable pour moi. C'est en Alabama, à Montgomery. C'est là où la gynécologie a été inventée par un homme blanc qui a fait ses expérimentations sur des esclaves non consentantes, non endormies. Et en fait, il y a comme une femme là-bas qui est en train de virer l'histoire sur la tête. Ils ont toujours la statue de ce bonhomme-là dans la ville. Elle a créé une immense statue. C'est les mères de la gynécologie. C'est Anarcha, Lucie et Betsy. C'est les 3 esclaves sur qui ces expérimentations ont été faites. Ils ont réacheté le building où les expérimentations ont été faites. Ils sont en train de créer une clinique pour les femmes précaires qui n'ont pas d'accès à quoi que ce soit parce que c'est l'Alabama. C'est les premières au monde à avoir le modèle de vagin que j'ai fait. Ce n'est pas une école de médecine, ce n'est pas des gynécologues, c'est elles. Parce que la gynécologie, c'est ces femmes-là. Et ça, j'en suis vraiment comme extrêmement fière et émue et reconnaissante. Et la dernière image, en fait, c'est l'exposition qui a ouvert la semaine dernière à Québec, Unique en son genre, au Musée de la Civilisation, qui, en fait, comme quand vous rentrez dans l'exposition, vous avez des organes génitaux qui sont ceux de sex ed, puis un peu plus loin, il y a les pénis et les outils qui sont produits par Tommy de Banana Prosthétique. Donc, c'est ça, ça avance et ça a un impact. Et donc là, je vais vraiment rapper super vite. 4 slides. Voilà, donc je vous ai mis des témoignages en fait de professionnels qui utilisent les outils. Notre structure a une forte demande pour les jeunes Two-Spirit LGBTQIA+, et l'éducation sexuelle est grandement nécessaire. Vos outils sont de la plus grande pertinence pour démystifier la pluralité des sexes. Je ne vois même pas ma pratique sexologique possible sans ces outils. Un autre, qui est dans une école. J'ai déjà acheté un kit pour une utilisation pédagogique à l'école où je travaille. Les élèves nous demandent d'avoir plus d'exemples de modèles de pénis. Autre témoignage dans un SUS. J'ai commandé les 2 boîtes cisgenres et trans qui ont vu leur entrée dans la formation du SUS en santé sexuelle. Là, en fait, ils les utilisent pour former leurs intervenants, pour que leurs intervenants et intervenantes soient formés après à la diversité des personnes qu'ils vont rencontrer. Et dit, le succès est indéniable et je voulais vous remercier pour le travail que vous faites. Notre institution est contente de pouvoir compter sur ces outils pour la formation. Donc, finalement, j'en reviens à mon intérêt, qui est l'impact politique de ce projet-là. L'impact politique, en fait, c'est que les individus voient leurs identités représentées. Quand on est dans une classe, dans un cabinet de médecin ou quoi que ce soit, tu n'as plus besoin de revendiquer ton existence et de lever la main pour dire « et moi, je ne me vois pas ». Ton existence, elle est là. Même si tu as acheté une boîte où c'est juste des corps cisgenres, ça va être mentionné que le corps est cisgenre. Ça veut dire que l'existence trans puis non-binaire, elle est là par défaut. Ça va être mentionné que c'est une personne qui n'est pas intersexe. Donc, les personnes intersexuées sont là par défaut. Numéro 2. Ah oui, slide. Le milieu médical et d'intervention a accès à du matériel diversifié dans leur formation et dans leur pratique. Et ça, en fait, c'était comme les institutions, ils ne voulaient rien savoir du projet, là. Forcément. Déjà, quand tu es prof à l'UQAM, c'est difficile de faire valoir ton point. Imagine quand tu es une fille dans sa cave qui dit « je fais des organes génitaux ».
Par contre, les gens qui sont sur le terrain puis qui travaillent, ils savent c'est quoi leurs besoins, ils savent c'est quoi les besoins de leur clientèle, puis c'est eux qui ont fait remonter dans leurs institutions, puis qui gossent, puis qui picossent, puis qui disent « moi, je veux des outils, j'en ai besoin parce que je ne peux pas répondre aux questions de mon monde ». Et donc là, c'est comme par petit effet boule de neige, avec un peu de chance, on se dit, moi, quand je sors avec mes outils, il y a plein de gens qui vont poser plein de questions, puis je leur dis, mais on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas la recherche. Mais avec un peu de chance, à force que les outils soient partout, les questions, elles vont se poser dans les bonnes oreilles, puis on va peut-être arriver à avoir de la recherche qui se fait sur les questions auxquelles on n'a pas de réponse. Parce que l'éjaculation féminine, par exemple, c'est documenté depuis la Chine ancienne. On ne sait toujours pas vraiment c'est quoi, c'est comment, puis c'est quoi qui sort. Depuis la Chine ancienne, c'est comme, voyons donc. Donc, on a plein de réponses à amener. Là, j'ai dépassé mon temps, donc je fais vite pour vous dire, il y a plein de gens qui brassent la cage. Je vous mets les noms comme ça. Donc, tu as le Bioscope à Genève qui font un travail absolument incroyable. Rachel Rubin, qui est urologue aux États-Unis, qui se définit comme la première clitorologue, parce qu'en fait, elle veut vraiment comme travailler sur la vulve, les douleurs vulvaires. Hélène O'Connell, c'est celle qui a fait les premiers MRI de clitoris. Odile Filio, c'est celle qui nous a donné le clitoris en 3D. Michelle Browder, c'est la personne qui porte en Alabama le projet de la mère des mères de la gynécologie. Hilda Talent a fait le projet de Vulva Gallery. Puis tout ça, c'est des projets qui sont super et qui sont formidables. Les 3 premières sont des travailleuses qui sont payées par leur métier, leur institution. Les autres, c'est comme moi, des gens qui ont parti ça avec une épingle et un lacet de chaussure. Et en fait, c'est comme il faut remercier ces personnes-là pour le travail qui a été fait, mais je trouve que c'est une honte absolue que ça repose sur des individus qui sont en colère parce que les choses ne se font pas et qui doivent les porter. Odile a passé 1 an de sa vie bénévolement à travailler sur le clitoris, elle n'était pas payée, elle n'était pas reconnue. Michelle, elle est obligée de faire des tours de la ville d'Alabama comme guide touristique pour financer son projet. Moi, j'ai fait un sociofinancement en vendant des bandanas puis des macarons pour partir le projet. C'est une honte. C'est une honte que ça soit laissé à l'initiative de gens, et même ceux dans les institutions, les obstacles qu'ils rencontrent, c'est comme insupportable, et ça ne devrait pas être le cas. Et je vais finir très rapidement en ayant coupé plein de bouts, mais c'est une citation qu'on a eue dans la recherche qu'on a fait avec l'UQAM, avec Julie, qui est assise ici, que j'ai traduite. C'était une citation d'un jeune qui, moi, me fait monter les larmes aux yeux à chaque fois que je la lis, et je l'ai traduite. Et il dit, la personne, c'est comme merde si tu n'es pas représenté, si tu ne te vois pas quand on parle de sexualité humaine, ben, tu n'es juste pas humain. Tu n'es juste pas humain parce que tu n'es pas inclus, et ça, c'est vraiment fucké. Et en fait, c'est ça, quand on n'inclut pas les gens, c'est ça qu'on leur fait porter. Et en fait, avec le projet Sex7+, ça ne va pas révolutionner quoi que ce soit, mais l'objectif, c'était que l'opprobre ne soit pas sur les gens qui sont considérés comme différents, c'est sur les institutions, c'est sur les professionnels, c'est les pointer du doigt pour dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» Puis le projet Sex7+, c'est montrer aux gens qui sont responsables « qu'est-ce que vous attendez ?» C'est là-dessus que je finis.